la déconnexion entre les décisions qui sont prises, l'impact économique, puis la conception des gens de comment les décisions fonctionnent habituellement. Les gens, comme tu as dit, il y en a beaucoup qui ne savent pas comment qu'un gouvernement se finance. Comment les entrées d'argent sont faites. Ils ne comprennent pas le fait que le gouvernement peut avoir un déficit. Mais quand le gouvernement a un déficit, ça veut dire qu'il a emprunté l'argent pour le financer. Donc, s'il y a un déficit, il va avoir une dette. Et la dette du Canada, on parle de presque 1000 milliards, Candice. 1000 milliards, c'est énorme. Et ça, cette dette-là, elle va devoir être payée. Mais les gens ont... Quand ils ont commencé avec les mesures, les gens étaient très contents qu'on ait une PCU, la première PCU, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui étaient très contents d'avoir le prêt d'urgence pour les entreprises, je comprends aussi. On a multiplié les programmes, mais ces programmes-là ont coûté plus de 275 milliards en l'espace de 2 mois. Un gouvernement ne peut pas dépenser comme ça, de manière soutenable, pour une longue période de temps. C'est pas possible en tant que société. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet aspect-là, d'où le fait que si vous voulez avoir des idées d'affaires, là, comme les connaissances financières des gens, il va falloir qu'on leur montre beaucoup de choses parce que quand le gouvernement va se mettre à monter les impôts pour payer la dette, vous allez voir comment les gens vont réagir. Les mêmes gens qui ont probablement reçu des avantages du gouvernement, ils vont se plaindre que leur impôt augmente à cause de ça. Et ça, je te dis, c'est important que les gens comprennent ça. Parce que ça s'en vient là. Après la crise sanitaire qu'on voit actuellement, il va y avoir une crise économique sans précédent. Donc, entre Trudeau puis Legault, lequel des deux qui t'a plus convaincu ou le plus déçu du début jusqu'à la fin? Ben, au niveau de je dirais qu'au niveau économique, je parle pas vraiment de politique, mais au niveau économique, c'est un peu inégal parce que le gouvernement canadien a une beaucoup plus grande capacité de dépenser que le gouvernement québécois. Donc, on voit que les gens sont un peu plus satisfaits maintenant de Trudeau par rapport à Legault, mais probablement uniquement à cause de l'argent qu'ils ont reçu. Aussi bizarre que ça peut être, là, ils vont pas nécessairement en profondeur, puis ils regardent, OK, Trudeau a fait parce qu'il a dépensé de l'argent. Legault a moins dépensé, puis il y a plus de problèmes, parce que c'est lui qui gère le système de santé au provincial, et ben, ça paraît moins. Ça paraît moins que... Comment je fais ça? Ça paraît plus qu'est-ce que Legault ne fait pas ou ne contrôle pas, parce que Trudeau ne s'occupe pas du système de santé. C'est pas lui qui s'en occupe directement. Fait que c'est sûr qu'au niveau financier, Trudeau a l'air d'avoir de la coche. Ouais, mais... La coche, plutôt. Ah, ça laisse à désirer, parce que des fois, la façon qu'il répondait, il était pas trop convaincant, je trouve. Tu sais, ça... Il met de l'action. Je dis pas que ce qu'il dit, il le fait pas. Ses paroles matchent avec ses actions, mais c'est juste la manière qu'il dépose l'information. Je trouvais ça un peu farfelu. C'est un peu partout, un peu là, par-ci. Comparé à Legault, à un moment donné, tu sais, Legault, il y a eu une semaine, là, c'était très des variables, là. C'était des oui-dire, des pas-dire, on oublie ça, on recommence, on fait ci, on fait ça. C'était comme s'il manquait quelqu'un dans leur table de décision pendant une semaine. Puis ça, là, c'était cette personne-là, le cerveau, parce que j'ai arrêté de regarder depuis cette semaine-là, je dis, ça marche pas. Tu te dis, aujourd'hui, c'est jaune, demain, c'est rouge, puis après, tu te dis, c'est vert, go, tout le monde. Puis après, tu te dis, l'école recommence, on ferme l'école. Moi, je suis comme, c'est touchy un peu ton affaire, là. Pour moi, je trouvais ça un peu instable. Mais tu vois, on va apprendre de tout ça quand ça va être fini. Puis on va pouvoir vraiment analyser les décisions qui ont été prises, comparer en différents pays, comparer en différentes variables, comparer en différents impacts sur l'économie, quand justement ça va être terminé. Et ça, j'ai hâte de voir. Donc, pour conclure ici, Monsieur Excellent, quel serait le mot
le message ou l'encouragement que tu pourrais donner aux entrepreneurs actifs, aux entrepreneurs en suspens et les futurs entrepreneurs à venir? OK. Ben moi, c'est sûr que je dirais aux entrepreneurs comme formez-vous et trouvez le moyen d'identifier les secteurs qui vont naître actuellement de cette crise-là. Ça arrive tout le temps, OK? Et les gens qui sont mieux à même d'exploiter des crises après, profiter des opportunités, sont ceux qui souvent réussissent le mieux. Donc, prenez le temps, là, pendant que vous avez le temps actuellement, de vous former et aussi de regarder les secteurs de pointe qui vont émerger par rapport à la crise actuellement. Et après ça, lancez votre entreprise dans ces secteurs-là. Parce que l'économie va changer et ce sera pas la même économie qu'on a eue dans le passé, mais ça va être encore une économie pareille. Donc, à ce moment-là, il faut trouver les nouveaux secteurs porteurs pour pouvoir les exploiter et pouvoir justement bien surfer cette crise-là, plutôt que de juste reproduire qu'est-ce qui a été dans le passé. OK? L'économie qu'on va réavoir dans le futur ne sera pas la même que celle qu'on avait avant le 13 mars dernier. Donc, il faut absolument vraiment regarder les opportunités, mais post-COVID, en lien avec COVID, post-COVID, et non pas juste dire, OK, je vais partir d'une business comme j'aurais parti la business avant le COVID. Ouais. Exact. Donc, est-ce qu'on s'attend à une formule, possibilité, on va mettre ça comme ça, dans tes prochains cours d'entrepreneuriat, un post-COVID class? Ah oui, définitivement. Définitivement, parce que il faut absolument, tu sais, il faut qu'on profite des secteurs de pointe. Tu regardes, ça je pense que c'est une discussion pour une autre fois, mais tu regardes, par exemple, l'intelligence artificielle, par exemple. Nos communautés ne sont pas impliquées dans l'intelligence artificielle. La mobilité, par exemple, ou ce qu'on appelle l'Internet des objets. Nos communautés sont pas impliquées là-dedans. C'est des sujets technologiques de pointe en tant que tels. Nos communautés sont pas impliquées et ces entreprises-là sont souvent les entreprises qui ont le taux de croissance le plus rapide. Donc, au niveau richesse, on va créer moins de richesse si on ne prend pas le temps de regarder quel type d'entreprise en tant que telle ou quel type de secteur de pointe il faut privilégier. Puis ça, on le fait pas. Tu sais, quand moi j'étais plus jeune, on nous disait aller en informatique, il va y avoir de la job. Ouais, c'est vrai. OK? Maintenant, il y a des secteurs qui sont excessivement porteurs qu'on ne peut pas ignorer. Parce que si on ignore ces secteurs-là, on ignore la croissance potentielle exponentielle de ces années-là. Tu sais, il parle, par exemple, de Jeff Bezos, qui est le fondateur et propriétaire d'Amazon. Ils disent que probablement qu'il va être le premier trillionnaire du monde. Okay? Ben, c'est beaucoup parce que... On parle de milliardaire. Là, lui, il va avoir... Il value, là, en 2026, il pourrait avoir 1000 milliards de valeur, ce gars-là. Mais, si tu regardes la valeur de Jeff Bezos, elle est directement liée à Amazon. Ouais. Directement. C'est vrai. Donc, si on ignore ces secteurs-là, ben on va ignorer la croissance économique de ces secteurs-là, puis on va se plaindre dans 10, 15, 20 ans que nos communautés sont moins riches. Mais là, tu as apporté un bon point. Est-ce que notre communauté pourrait être riche au niveau économique et moins en consommation? Ça serait un autre volet. Je sais pas si tu vas en parler. Bien sûr. Tu peux y aller, oui. Ben écoute, j'en parlerai pas longtemps, mais c'est sûr que comme tu regardes la Silicon Valley au complet, et les projets qui se font technologiques, ils vont aller beaucoup plus rapidement qu'un restaurant, par exemple, ou une chaîne de vêtements, ou tu sais, des idées traditionnelles qu'on a, ou un salon de coiffure, puis tout ça, c'est pas la croissance est pas comparable entre les deux. On va dire. Donc, si le salon de coiffure prend,
je sais pas moi, 15 ans à arriver à maturité, il y a des entreprises comme celle-là qui prennent 5 ans à arriver à maturité. Donc, l'étude du marché est très important. Ben, c'est ça, on n'est pas dans la même game du tout. Et c'est le temps, nous, d'orienter nos jeunes vers ces marchés-là, qui comprennent dès maintenant le potentiel de ces marchés-là, le potentiel entrepreneurial de ces marchés-là pour pouvoir les investir. Donc là, on clôture. Si les gens voulaient suivre Greg a sa page Capitalisée qui partage des contenus sur l'aspect économique, entrepreneuriat, surtout en majorité. Il y a aussi, si je me trompe pas, tu fais des formations en ligne sur l'entrepreneuriat. Puis si je me trompe pas, ce soir, ben là aujourd'hui nous sommes, on est jeudi le 28 mai 2020. Je sais qu'à 6 heures, il y a une intervention, une entrevue que je vais pas manquer, là. C'est avec les propriétaires de Allô Mon Coco, Shawamaz, puis une autre entreprise, j'ai oublié c'est quoi le nom. Mr. Puff, c'est le fondateur d'Allô Mon Coco. Maintenant, il a vendu Allô Mon Coco. Wow. Mais actuellement, il possède Mr. Puff et Shawamaz. Et ce que j'aime avec son parcours, c'est que c'est un gars avec qui j'ai été au secondaire. Et le gars a eu une croissance, là, je dirais, fulgurante là, dans les derniers 20 années, au niveau de la restauration, puis au niveau genre du franchisage. Et ça, c'est un autre aspect que je trouve que nos communautés, on ne regarde pas le potentiel exponentiel, justement, des franchises. Ça, c'est une erreur. On a beaucoup de restaurants. Si nos restaurants étaient plus franchisés, on aurait beaucoup plus d'impact. Puis on aurait une puissance économique qui pourrait nous permettre de nous défendre nos droits sociaux, par exemple, mais que peu comprennent. C'est ça. Et regarde, Amir, là, tu sais, t'as plus que 30 à 40 Amir sur l'île de Montréal. Ouais. Okay? Je te mets au défi, Candice, de trouver une franchise qui a 30 à 40 restaurants qui est détenue dans la communauté haïtienne. En tout cas, on clôture l'émission avec ceci. Ça apporte à réflexion à mon auditoire, à tous ceux qui vont écouter cet épisode-là. J'espère que vous avez pris des notes. S'il le faut, il va être disponible tout partout. Vous allez pouvoir le réécouter. Je trouve que c'est du contenu de cours gratuit que Greg nous a donné. On a pu partager nos opinions et nos connaissances. Donc, sur ce, suivez-le sur les réseaux sociaux. Puis, même moi, là, tu sais, même si j'ai déjà mon diplôme en entrepreneuriat, ça me dérangerait pas de suivre un cours avec toi, Greg. Je trouve que je vais approfondir encore plus mon niveau en combinant l'administration puis mes connaissances de base. Je trouve que c'est un plus. Ouais. C'est toujours mieux d'apprendre. Au niveau, justement, à ce niveau-là, on va mettre beaucoup de contenu, justement, dans les prochaines semaines pour, justement, parler de tous ces concepts-là. Parce que les gens vont avoir besoin de savoir qu'est-ce qui se passe et ils vont avoir besoin de savoir comment opérer, justement, en temps de récession puis en temps de post-pandémie. Fait que je me donne cette responsabilité-là. Parfait. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour l'entrevue. Passe une merveilleuse journée. Bon déconfinement. Et puis, ce soir, 6 heures, it's the place to be, man. Merci beaucoup de l'invitation, Candice. Ça va faire plaisir. Merci à toi. Au revoir. Bye. OK.